Et salut tout le monde, je suis Ectelion et j'accueille une fois de plus dans le bazar pour vous parler de jeux de rôle. Mais aujourd'hui je ne vous parle pas d'un jeu en particulier, non, aujourd'hui un nouveau concept. Nouveau concept, adaptons. Adaptons, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais prendre l'univers d'un roman, d'un film, d'une série, peu importe, et je vais essayer d'en faire une version jeu de rôle. Alors attention, je ne vais pas vous fournir un jeu de rôle prêt à jouer dans cet univers-là, pas du tout. On va simplement réfléchir ensemble, et je vais essayer d'apporter des clés pour jouer dans cet univers. Donc ce que ça veut dire, c'est déjà, je vais vous expliquer de quoi parle cet univers, vous présenter l'univers en question du film, de la série de roman. Et puis ensuite on va voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à jouer dedans et qu'est-ce qu'on pourrait y faire, et à la fin on verra le système que j'ai choisi pour mettre en scène des aventures dans cet univers là. Alors évidemment ce que je vais vous présenter dans ces vidéos, c'est simplement moi qui vous explique ce que j'ai trouvé d'intéressant dans cet univers, qui vous explique comment est-ce que moi je le ferais jouer, et les idées que j'ai eues en regardant la série, en lisant le livre, en regardant le film, peu importe, d'aventures que je pourrais faire jouer. Voilà, c'est simplement des pistes de réflexion et des choses qu'on pourrait faire, mais il n'y a absolument aucun matériel de fourni, aucun document, quoi que ce soit. Toutes les œuvres que je vais vous présenter sont soumises à des droits que je n'ai pas. Donc voilà, c'est moi qui vous donne mon impression. Si ça vous intrigue, vous intéresse et tout ça, bah après, vous êtes capable de le faire de votre côté. Et dernier point, je prends un point d'honneur au niveau des systèmes, à utiliser soit des systèmes génériques, comme ça, ben, on peut adapter en fonction de l'univers, soit d'utiliser un système OGL. Comme ça, vous êtes capable de le faire de votre côté, de créer des documents et tout ça. Généralement, le système OGL, c'est assez permissif pour ça. Voilà, tant qu'on n'utilise pas le logo de la série ou du livre ou quoi, ben... Voilà, mais en tout cas, je mets un point d'honneur à utiliser ce genre de système. Et puis surtout, j'essaie de vous trouver des systèmes en français, puisque je m'adresse principalement à un public francophone. Et donc, ça me semble logique de déjà partir sur un système en français à la base. Et si vraiment je trouve pas, eh bien, je ne m'interdis pas de trouver des systèmes en anglais. Mais je vise d'abord les systèmes en français, pour plus de facilité pour tout le monde. Voilà, hein. Donc aujourd'hui, là, on va s'intéresser à une série. On va s'intéresser à la série Si. Donc, Si, déjà, de quoi ça parle? Eh bien, ça se passe 600 ans après l'humanité telle que nous la connaissons. Pourquoi après? Puisque l'humanité, il y a 600 ans, a perdu le sens de la vue. Et donc, aujourd'hui, tout ou presque les humains sont aveugles. Pourquoi je dis presque? Parce qu'il peut arriver que parfois un enfant naisse avec le sens de la vue. C'est très mal vu, c'est très mal perçu. La vue, le sens de la vue est considéré comme étant responsable de la destruction et de la déchéance de l'humanité, puisque si on a la vue, eh bien on va acquérir du savoir. Si on a le savoir, eh bien on va créer des choses. Si on crée des choses, on va très certainement créer des armes, et si on crée des armes, on va très simplement il va y avoir un emballement jusqu'à l'autodestruction. Donc quelqu'un qui a la vue est considéré comme étant un sorcier ou une sorcière, et va être chassé et exterminé par les Witchfinders. Donc on est dans un monde post-apo, hein, monde post-apo parce qu'il y a encore des restes de la civilisation humaine, ça fait que 600 ans, donc c'est-à-dire qu'il y a encore des couteaux de cuisine, des épées, des sabres, des katanas, des choses comme ça qu'on peut encore retrouver, des carcasses de voitures, des buildings qui sont encore là. Bref, il y a encore beaucoup de restes de notre civilisation, mais aujourd'hui les gens ne la voient plus, ne voient plus ces restes-là, vivent au milieu de tout ça sans savoir ce que c'est exactement, et se sont organisés sous forme, du moins dans un des pays, se sont organisés sous forme de clans, sous forme de factions, mais voilà, c'est assez tribal. Et donc notre série va suivre l'épopée, dirons-nous, d'une famille impeccablement interprété, et d'ailleurs tout le casting est très 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 bon, par Jason Momoa, déjà dans un des rôles principaux en tant que père de la famille, Baba Voss. Baba Voss, c'est le gardien d'une tribu, les Alkeni, et ces Alkeni vivent au tombeau du soleil. Et après avoir recueilli une femme enceinte dans les bois qui a été déposée là, je vous en dis pas plus pour l'instant, par quelqu'un, le jour où la femme accouche, voient débarquer à leur porte les fameux
Witchfinders qui viennent trouver des enfants possédant le sens de la vue. Et donc, on va suivre l'aventure de cette famille et de ces 2 enfants qui, effectivement, vont posséder la vue. Hein, ça, y a un mini spoil là-dessus, mais vont posséder la vue, et donc on va les suivre tout au long, voilà, pour les protéger, etc., les cacher, et ils vont se voir confier une quête et tout ça. Bref, voilà, je m'arrête là pour l'instant. Ceux qui n'ont pas vu la série et qui voudraient la voir avant que je spoil comme un gros porc, je vous conseille d'aller la découvrir donc sur Apple TV. C'est diffusé depuis 2019 sur Apple TV, et il y a actuellement 2 saisons, donc je vous conseille d'aller voir ça. Et en tout cas pour les autres, eh bien, on continue. Donc on suit comme ça ces 2 enfants qui sont les seuls à posséder le sens de la vue dans toute leur tribu, mais ils doivent le cacher au reste de la tribu parce que tout le monde n'est pas forcément tout gentil, tout beau. Donc les parents qui sont donc Babavos et Magra sont protecteurs, dirons-nous, comme tous parents, mais je veux dire, ils protègent ce secret-là, et les enfants, en fait, eux, veulent apprendre, veulent découvrir le monde, etc., et se voient confier une quête par leur père biologique, Jella Marel, qui est d'ailleurs très très étrange nom dans la bouche d'un anglophone, mais ça fait partie du charme de la série. Jella Marel qui lui est, on va dire, le voyant initial, c'est un peu voilà, qui lui s'est mis en tête de transformer le monde. Voilà, il s'est mis en tête de rebâtir le monde tel que il était avant, et donc pour ça comment dire, il fait des enfants à travers le monde, voilà, et il a bâti un lieu, et en gros il laisse des indices à ses enfants, il leur laisse des caisses de livres, etc., qu'il a trouvés, pour qu'ils apprennent à lire, pour qu'ils apprennent à écrire, pour qu'ils apprennent à ne serait-ce qu'à fabriquer un arc et tout ça, et ensuite qu'ils viennent le trouver. Donc ils ont toute une quête, on va dire, initiatique de faut aller trouver notre père biologique. Et on verra que c'est très très bien tourné. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, mais en tout cas, sachez que c'est une très très bonne série. Elle n'est pas exempte de défauts, loin de là. Il y a beaucoup de choses, des fois je me dis genre, ouais, ok, d'accord, mais genre pourquoi tu mets des colliers de perles ou des habits tape à l'œil, ou des coiffures élaborées alors que personne ne voit, hein? Pourquoi tu fais ça, et que ce n'est jamais mis en scène, ne serait-ce que par le toucher, hein. Des fois on les voit qui se touchent le visage pour se sentir, pour voilà, des choses comme ça, et en fait on pourrait croire qu'ils arboraient des choses tactiles pour justement pouvoir se différencier de tout ça, mais non, là on est vraiment sur une mise en pli de voyants, mais ça ne sert à rien. Il y a des choses comme ça qui sont plus là pour faire joli à l'écran et qui ne servent à rien dans l'univers de la série. Mais en tout cas, à part ça, moi c'est une série que je trouve très bien, et c'est une série qui m'a fait naître beaucoup d'idées. Et c'est une série aussi qui a des personnages très forts, très marqués, et avec un casting impeccable. Je veux dire, le père de famille, c'est Jason Momoa, hein, donc bon, moi je le connais de Stargate Atlantis, mais je pense que la majorité le connaissent depuis Game of Thrones, où il jouait Khal Drogo, ou Aquaman dans le DC Universe, voilà, et dans les films Aquaman. Donc avec un rôle vraiment taillé pour lui, hein, très bestial. On a l'impression qu'il est tout le temps avec le dos voûté, qu'il est toujours prêt à t'aboyer, à te grogner dessus. Bref, un rôle Jason Momoa, c'est vraiment fait pour lui. Et il le joue extrêmement bien. Son personnage, je le trouve très attachant, très, très bien construit, très bien amené. La mère Magra est pareil, très bien jouée. Et surtout dans la saison 2, elle prend plus d'importance. Les 2 enfants, moi ils m'énervent, je peux pas me les blairer, mais en tout cas ils ont le mérite d'être là. Ils sont très bien interprétés dans ce qu'ils ont à jouer. Et les personnages secondaires sont vraiment intéressants. Voilà, bref, beaucoup de personnages secondaires intéressants, beaucoup de personnages principaux intéressants. La reine de Payan est vraiment très très bien jouée, donc c'est quelque chose c'est une série que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'en voir une adaptation, et qu'est-ce qui m'a donné qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit en voyant cette série? Eh bien, tout d'abord, il y a une chose qui m'a assez marqué. Vous savez, quand on lit un jeu de rôle, on a 2 choses, je dirais, qui marquent un peu un univers. Tout d'abord, on a les classes de personnages. Dans un livre de jeu de rôle, on a des classes.
Et bien là, il y a une scène dans le premier épisode où je vous la mets en même temps, je vais la mettre juste après. J'avais vraiment l'impression que l'épisode était en train de me décliner les classes possibles dans la société Alkeni. Voilà, je vous mets la scène, vous allez comprendre. I have my blade ready to count you down. Arca! Quartermaster! I stand with Bubba Voss! Ilun! Ayura! Killing Rope! I stand with Baba Voss! Bow Lion! Kill Dancer! I stand with Baba! Voilà, moi ça m'est venu tout de suite voilà, en tête. Il y a encore d'autres, hein. Il y a les Shadows par exemple, qui sont des femmes très discrètes, extrêmement discrètes, qui ne font aucun bruit, qu'on engage pour venir espionner des gens et tout ça. C'est vraiment mieux que des ninjas encore. Là vraiment ils ne les entendent pas. Étant non-voyants, les gens ont des super sens, ont une ouïe plus développée, un odorat plus développé, etc. Mais là les Shadows sont indétectables ou presque. Moi c'est une classe que je verrais bien jouer en tout cas. Il y a aussi les Witchfinders qui sont très intéressants. Il y en a encore d'autres hein, qui sont intéressants, que je verrais bien décliner en classe de jeu de rôle. Et la deuxième chose qui me marque quand je lis un univers de jeu de rôle, c'est un peu ce côté un peu, comment dirais-je, artificiel des factions. Dans le sens où généralement beaucoup de factions sont très ancrés dans quelque chose. Par exemple, ici ce sont des marins, ici ils élèvent des chevaux, ici ce sont les pacifistes, ici ce sont ceux qui sont très portés sur la religion, et puis ici c'est ceux qui sont très portés sur la guerre. Voilà, c'est très marqué comme ça, et généralement on a des bonus associés à ce type de choses. Et bien dans Si, on va avoir à peu près le même concept. Nous avons 3 pays qui nous sont décrits entre la saison 1 et la saison 2. Nous avons Payan qui a l'air en tout cas d'être le pays le plus grand, avec beaucoup de tribus à l'intérieur et tout ça, ça a l'air d'être très très étendu, mais beaucoup de tribus dedans, et le niveau technologique disons le plus bas, et le niveau d'armée peut-être inférieur aux autres. Là où on a un deuxième pays qui nous est présenté dans la saison 2, où eux ils sont très martiaux, très voilà, c'est comme ça que ça se passe ici, c'est très dur, c'est très rigide, mais ça marche très bien, et puis eux sont craints par les autres pays, mais ils sont peu nombreux, et on a un troisième pays qui n'est pas encore présenté. On le saura très certainement dans la saison 3. Je pense qu'ils ont un impact dans la saison 2, mais on en entend vaguement parler, on ne sait pas exactement qui sont ces gens, et voilà, mais en tout cas, il y a ce pays-là. Et à l'intérieur de tous ces pays, il y a aussi des factions qui ont leur rôle, qui ont leurs objectifs et tout ça, qui c'est assez bien marqué aussi. Je trouve que ça pourrait faire des factions très intéressantes à intégrer dans le jeu. Par exemple, en saison 2, on nous décrit une faction de femmes, j'oublie leur nom là comme ça, mais une faction de femmes qui sont là pour protéger la vue. Je vous spoil carrément, hein. Je suis désolé, hein, mais si vous êtes encore là, je suppose que vous n'en avez rien à foutre des spoils. Donc c'est une faction de femmes qui sont là pour protéger les enfants qui possèdent la vue, donc les protéger des Witchfinders, vous l'aviez chez vous. Et voilà, donc c'est ce genre de factions qui sont là, où on a aussi des esclavagistes, où on a aussi, voilà, il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'était très inspirant pour un univers de jeu de rôle. Et puis, il y a aussi le visuel qui m'a inspiré. Le visuel, parce que on est sur de la grande forêt canadienne, ou nord-américaine du moins, la forêt un peu humide comme ça. Vous le verrez dans le premier épisode, je trouve qu'on a une très très belle photographie. Ça a tendance un peu à varier dans la saison 2, c'est un peu moins présent, c'est plus c'est l'hiver, il y a de la neige, c'est bouilleux, bref, ça change un peu. Mais en tout cas, dans la saison 1, c'est très comme ça, la grande nature, que moi ça me parle beaucoup. Passons tout de suite au système de jeu que j'ai choisi pour mettre en scène tout ça. D'un point de vue système, tout d'abord, moi j'aime quand mon système vient correspondre au type d'univers que je suis en train de faire. Il est certain que je pourrais prendre de la 5e édition et faire du ci avec, mais je trouve que ça colle absolument pas. Donc j'ai décidé de partir en quête d'un système qui pourrait correspondre au type d'univers, et avec lequel je serais libre de faire exactement ce que je veux et de faire ce que j'avais en tête. Donc mon univers a
disons 3 règles. Tout d'abord, il doit être à mi-chemin entre le médiéval, donc pour tout ce qui est côté combat à l'épée, peu d'armement évolué, etc. Et en même temps, le post-apo, pour le côté survie, pour le côté exploitation des richesses laissées par la civilisation d'antan, ou voilà, pour tout ça. Donc je cherchais ça. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas prendre juste un système post-apo, parce que, généralement dans un système post-apo, on a, bon, on pourrait le virer, mais j'ai essayé d'aller au plus simple sans avoir besoin de faire 36 000 adaptations, mais on n'a pas, là ici on n'a pas d'essence, on n'a pas de véhicule, on n'a pas d'armes à feu, ou très peu, mais je voulais quand même laisser la possibilité parce qu'il se peut quand même qu'on puisse potentiellement tomber sur une arme à feu. On en voit dans la saison 1 à la fin. Voilà, je voulais vraiment qu'on ait ce champ libre et qu'il ne soit pas forcément très fortement marqué par ou restreint par ces types de compétences ou ces types de caractéristiques qui pourraient aller en l'encontre de ce que je voulais. Et puis le deuxième point, je voulais qu'il soit gritty, puisque c'est un univers très gritty. Si on se blesse, on a de très fortes chances de mourir. C'est un univers qui est dur, où la société est dure, où personne ne va vous faire de cadeaux, etc. etc. Mais voilà, je voulais qu'il y ait ce côté dur. Et puis aussi, en complément de ça, je voulais que les combats soient rapides. Rapides et dangereux. Parce que, pourquoi rapide et dangereux? On le voit tout au long de la série, en fait, un combat dans Si, ça se joue à est-ce que tu sais où je suis? Parce que personne ne voit l'autre, donc il s'écoute, il se tourne autour, puis dès qu'il y en a un qui sait où l'autre se trouve, et bah crac, il saute dessus, il lui met un coup de sabre, un coup d'épée, un coup de couteau, c'est terminé pour l'autre. Généralement, ça se passe comme ça. Ou alors, c'est des embuscades ou des choses comme ça, mais on n'est pas vraiment sur de la bataille rangée. Vous me direz en saison 2, pourquoi pas, mais en tout cas, on n'est pas vraiment sur des combats qui durent très longtemps. C'est plus, je retiens mon coup jusqu'à ce que je sache exactement où taper, puis ça pardonne pas. Donc, je voulais que ça soit rapide comme ça. Et troisième et dernier point, je voulais que le système ait des personnages, une création de personnages qui marque avec l'univers, où on a une gestion des backgrounds, on a une gestion de tout ça qui viennent impacter le roleplay, qui viennent impacter tout ça, qui viennent avoir un impact mécanique. Ça, c'est une préférence personnelle. J'aime quand mon système et mes personnages sont ancrés les uns avec les autres. Voilà. Et ça, c'est une préférence personnelle, mais je voulais ça. Et donc, je suis parti en quête de mon système. J'ai commencé tout d'abord par explorer le système des critiques de Gilius. Système des critiques que je trouve très intéressant, mais qui me permettait de faire exactement ce que je voulais, sauf le côté, dirons-nous, rapide des combats, où il y a quand même un petit côté tactique, et encore, on en parlera plus tard du système des critiques, mais il y avait un petit... ça allait pas assez vite à mon goût, donc je l'ai laissé de côté. Après, j'ai pensé au Corpus Mechanica Dino, qui pourrait être adapté aussi, mais finalement, je suis pas parti avec le Corpus Mechanica, je suis parti avec le Year Zero Mini. Alors, petite parenthèse, le Year Zero Engine, beaucoup d'entre vous doivent le connaître, même s'ils ne connaissent pas le nom, puisque c'est le système de Free League ou Free Alligan, le système maison de Free League, qui motorise Mutant Year Zero, qui motorise Weizen, qui motorise Alien, que je pense que tout le monde a joué. Bref, ça motorise beaucoup de jeux Free League. Et ce système-là est OGL maintenant. Il a une partie OGL, il était ouvert par Free League, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre et venir faire votre propre système avec cette base-là, ou le reprendre tel qu'il est, et faire votre propre jeu. Et donc, moi parti là-dessus, j'ai commencé à lire l'OGL, mais, eh bien, il y avait beaucoup de choses, et peut-être, il fallait que je fasse vraiment une version sur mesure, il fallait que je vous propose une version sur mesure, et j'avais pas forcément le temps, et j'avais pas forcément la motivation non plus pour le faire. Donc, puis il n'y avait pas de feuille de personnage aussi. Ça veut dire qu'il aurait fallu que je crée une feuille de personnage sur mesure pour Si et que je vous la présente. Or, ces questions de droit et tout ça, droit d'auteur, bon, je me disais, c'est peut-être un peu trop brut de décoffrage. Je peux pas non plus me permettre de leur proposer quelque chose où, tiens, tu vas faire ta propre feuille. En gros, démerde-toi. Et donc, je suis tombé sur le Year Zero Mini. Le Year Zero Mini, c'est quelqu'un qui a déjà fait, en fait, le travail que je devais faire, et qui en a fait, qui a pris le Year Zero Engine, qui en a fait une version condensée, qui a été s'inspirer de d'autres jeux, de d'autres mécaniques, et qui en a fait sa propre version, le Year Zero Mini. Ça tient sur 9 pages, c'est un système en anglais, mais la feuille de personnage existe en français. Vous trouverez le lien dans la description pour le Year Zero Mini et la feuille de personnage en français.
C'est un système que je trouve très très bien. En plus, il est gratuit. Et comme je disais, 9 pages, ben, c'est pas grand chose. Et il correspond exactement à ce que je voulais. C'est-à-dire que les personnages, la façon dont ils sont construits avec leurs atouts, etc. Je vous mets la feuille de personnage en même temps sur le côté. Donc ça va être un système à base de D6, hein, où 6 égale un succès. Ça, c'est comme le Year Zero Engine. Votre personnage a de vrais impacts. Donc, comme on est sur une série avec des personnages très marqués, qui ont un passé assez lourd, etc., eh bien moi, je trouvais ça très intéressant de pouvoir construire son personnage comme ça. Et puis, c'est un système qui se veut gritty, parfait, c'est ce que je voulais, et c'est un système qui se veut rapide au niveau des combats. Parfait, c'est ce que je voulais. Donc je suis parti avec le Year Zero Mini. Si vous avez d'autres idées de système comme ça, proposez-les-moi, mettez-les en commentaire, j'y jetterai un coup d'œil avec plaisir. Rapidement comme ça, j'avais aussi pensé vite fait à regarder du côté du système Totem, mais le système Totem il n'est pas encore disponible, bref c'est encore un bordel, donc pour l'instant je l'ai totalement ignoré, mais si jamais vous en savez plus là-dessus, et si ça pourrait correspondre, ça m'intéresse. Donc voilà, je suis parti avec moi le Year Zero Mini, et je trouve que ça correspond exactement à l'ambiance du jeu, et je pourrais faire les caractéristiques que je veux, enfin les compétences que je veux. Les caractéristiques sont parfaitement bien adaptées, donc pour moi c'est parfait. Voilà le système que moi j'ai choisi. Dites-moi en commentaire si jamais vous trouvez que c'est une idée complètement con, ou si c'est une bonne idée, ou si vous auriez choisi autre chose. Je suis très curieux de savoir ce que vous auriez choisi, parce que mine de rien, il y en a beaucoup des systèmes, et donc, maintenant il est l'heure de passer à la dernière partie, à savoir, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire dans cet univers? Eh bien, si je devais tout d'abord écrire le livre de base de ce jeu, je me retrouverais un peu emmerdé pour un scénario d'introduction. Il faudrait déjà, ça dépendra du groupe, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vais spoiler à mort, je vous préviens tout de suite. Donc, au début de la série, quand on commence, on a vraiment on va dire deux factions très distinctes. On a les Witchfinders d'un côté, avec la reine qui sont méchants, vilains, pas beaux. Et puis ensuite on a les Alkeni qui sont eux presque des gentils. J'entends par là la famille Babavos, quoi. Ce sont presque des gentils. Et Jala Marwell qui est un peu au milieu de ça, qui est lui aussi un peu le gentil qui veut rétablir l'équilibre. Et finalement, la série évoluant, on se rend compte que tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas forcément gentil, et tout le monde il est pas forcément vilain non plus. C'est-à-dire que dans la deuxième saison, bon, on apprend tout un tas de trucs, mais les Witchfinders se retrouvent quasiment alliés avec des voyants, se retrouvent des fois à protéger des voyants. Et donc le mélange vient se créer à ce moment-là. Ce qui fait que, dépendamment d'où votre groupe, ce que votre groupe voudrait faire, si il y en a un qui veut être Witchfinders, puis il y en a un qui veut être Shadow, puis il y en a un qui veut être Alkeni, puis l'autre il veut être un voyant, voilà, un Alkeni voyant par exemple, et bien là, vous n'auriez pas trop le choix de faire un scénario qui se passe dans l'évolution du monde de la saison 2, ok? Donc, je ne dis pas vraiment de jouer la saison 2, mais de jouer un moment dans la saison 2. Voilà, il faudrait déjà pouvoir séparer un peu deux timelines. Une timeline avant la loi, parce qu'en fait il y a une espèce de loi qui passe, un décret en fait, qui passe, qui dit que maintenant ce ne sont plus des sorciers. Bref, je vous spoil pas plus, mais il y a un avant et un après, saison 1, saison 2. Et donc, si je devais écrire un scénario de base dans cet univers, dans un livre de base, je crois que j'en écrirais deux. J'écrirais d'abord... première période, j'écrirai, vos joueurs ne peuvent, soit ils jouent tous des Witch Hunters et ils attaquent un village, voilà, ils attaquent un village parce qu'il y a des sorciers dedans, ou alors vos joueurs jouent tous les membres d'un village et ils doivent se défendre contre les Witchfinders, soit se défendre physiquement, soit prouver qu'il n'y a pas de sorciers. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Généralement, ça se passe mal pour les habitants du village, mais bon. Puis, chose intéressante aussi, s'il y a un voyant dans le village, c'est le village entier qui crève. Hein. Ils font pas vraiment de cadeaux. Donc, on pourrait avoir cet angle-là. Pour un scénario de base, j'entends donc la fuite ou l'attaque, bref, un scénario vraiment de découverte et de qu'est-ce qui pourrait se passer. Et l'autre scénario, ce serait, par exemple, j'ai des
des membres de tribus qui sont désormais alliés avec les Witchfinders parce qu'à l'intérieur il y a un voyant et qui doit être ramené auprès de la reine, par exemple. Et donc on serait plutôt sur un scénario de voyage, de choses comme ça. Mais on pourrait y faire tout un tas de choses dans cet univers. On pourrait tout d'abord avoir des scénarios plutôt typés enquête. Enquête plutôt politique, je dirais. Par exemple, si on prend les événements de la saison 2, eh bien, il y a une délégation d'une ville qui se fait attaquer et décimer sur la route. La faction de la ville en question, on va dire la faction B accuse la faction A, mais la faction A dit que non, que eux n'ont rien fait, mais du coup ça avive les tensions. Eh bien, on pourrait jouer une sorte de délégation qui pourrait même être un mix des deux entités, des deux villes qui pourraient venir discuter et enquêter sur qui a fait quoi finalement. Est-ce que ce serait pas la faction C qui viendrait foutre la merde, par exemple, ou est-ce que ce serait pas quelqu'un qui veut faire capoter les relations entre la faction A et la faction B? Bref, ça peut être tout un tas de choses. Donc on aurait des scénarios plutôt enquête comme ça, ou des scénarios de survie. Donc par exemple, on commence le scénario, votre village s'est fait attaquer par des Witchfinders, donc vous devez trouver un nouveau lieu. Donc ça peut donner lieu à tout un tas de choses. Je vous donne vraiment juste des pistes, hein. Je ne vous fais pas le scénario de A à Z, mais ça peut donner lieu un peu à ce qui se passe à la fin du premier épisode, à savoir un voyage vers un nouveau lieu. Donc qu'est-ce qui passerait durant ce voyage? On pourrait tomber sur des esclavagistes, on pourrait tomber sur des animaux sauvages, on pourrait avoir toute une question d'empoisonnement. On pourrait aussi jouer carrément dans une espèce de temps plus tard où on essaye de reconstruire la civilisation des voyants, où vous êtes envoyé rechercher de la technologie. Donc dans ce cas-là, on serait sur de l'exploration, clairement, de l'exploration, comme on pourrait le voir dans Mutant Year Zero, donc de l'exploration pour aller trouver des bouts technologiques, des morceaux d'appareils pour réussir à réparer une machine. Par exemple, on voit dans la saison 1, il y a un barrage qui est en mauvais état. Voilà, il y a la capitale des Payans qui est en mauvais état, et le barrage en fait protège la ville. On voit il y a les turbines qui sont à moitié toutes pétées et tout ça, ils réparent ça comme ils peuvent. Mais voilà, ça pourrait être par exemple, on a le barrage qui va péter, et puis vous êtes envoyé en mission pour réparer ce barrage, parce que ça va tout péter. Voilà, on pourrait avoir ce genre de scénario qui serait plutôt exploration. Tout ça, en fait, on pourrait vraiment faire tout ce qu'on veut, je pense. Je pense pas que ce soit l'univers idéal pour faire des scénarios orientés combat, où vous enchaîneriez les combats, mais de l'intrigue politique, faudrait voir les personnages faudrait quand même réussir à les mêler dans l'histoire, donc il y aurait, mais de l'intrigue politique, de la diplomatie, de l'exploration, de la survie, du questionnement aussi, sur le handicap, parce que c'est un univers et c'est une série qui amène un peu cette réflexion du handicap. Je pense que avec des parties, s'il y en a sur 5 joueurs, 3 non-voyants, 2 voyants, vous allez vite vous rendre compte que les non-voyants ne sont pas forcément, et ça, il faut le prendre en compte dans le système, vous allez vite vous rendre compte que les non-voyants ne sont pas forcément démunis face aux voyants. Et on s'en rend bien compte dans la série. C'est un des points au début, les 2 enfants, Aniwa et Kofun, comme eux voient, eh bien, ils ont tendance des fois à penser que leur mère ou leur père sont plus fragiles ou ont besoin d'eux pour pouvoir s'en sortir, parce que ils ne voient pas et que ils ont besoin d'eux pour les aider et tout ça. Et plusieurs fois dans la série, Baba et Magra leur disent bien que non, ils n'ont pas besoin d'eux. Ils n'ont pas besoin d'eux, ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes, et ils vont le démontrer à plusieurs reprises, etc. Mais c'est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire que la série montre bien que l'un et l'autre, donc les voyants et les non-voyants, ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Par exemple, le voyant, il se repose trop sur sa vue. Il fait pas trop attention à ce qui se passe autour, mais il se focalise plus sur ce qu'il y a devant lui, parce que c'est ce qu'il voit. Donc quand il est occupé avec ses yeux, il va pas se focaliser sur ses oreilles ou sur son odorat. Là où le non-voyant, lui, n'a que ça pour se repérer. Et donc, il va être beaucoup plus attentif à son environnement. Voilà, on le voit par exemple dans le premier épisode. À un moment, il y a un personnage qui dit quelque chose du genre « Ah, ils sont à 400 battements de cœur ».
Voilà, parce que il arrive ou elle, je crois que c'est une femme, elle arrive à entendre que y a des chevaux qui sont en train d'approcher grâce au tremblement de la terre ou un truc comme ça, et elle arrive à savoir la distance avec les battements de cœur. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant de jouer là-dessus, sur cette différence entre les différents personnages. Je trouvais ça intéressant et en même temps dommage que votre groupe décide de jouer que des voyants. Ça peut être intéressant si ça amène quelque chose. Par exemple, on est tous des enfants de Jerla Marel et puis on doit partir le retrouver. Donc il nous a laissé des indices. Alors là c'est au MJ de faire les indices et de trouver le truc et de faire carrément une quête d'un point A à un point B pour y arriver. Ça peut être voilà, une sorte de récit comme ça, de voyage. Mais d'un autre côté, je trouverais ça plus intéressant de jouer sur ce côté, voilà, différence voyant-non-voyant. Et avec ça, je pense que vous avez déjà un peu le genre de jeu que ça peut apporter autour de la table. Voilà donc ce que moi je verrais comme type de scénario dans cet univers-là. Et maintenant, passons à la conclusion. En conclusion, moi j'espère que l'univers de Si, c'est un univers qui déjà vous attire, qui va vous faire naître des idées de scénario, des idées de campagne, pourquoi pas, etc. Mais en tout cas des idées qui vous stimulent l'imagination. Moi c'est un univers qui m'a plu vraiment, qui me plaît beaucoup. La saison 2 est très très bonne aussi, j'ai hâte à la 3. La saison 2 est un peu plus plan-plan que la 1, mais je pense qu'elle était nécessaire pour développer le monde. Voilà, le monde est vraiment développé plus dans la saison 2, on comprend mieux les intrigues, les tenants et les aboutissants de chaque faction et tout ça. Donc en tout cas, voilà, moi je vous encourage à aller découvrir cette série. Et j'attends vos retours sur ce premier épisode de Adaptons. C'est peut-être un peu le fouillis encore. Je suis un peu désolé, c'est un peu dur de savoir quoi dire, où s'arrêter. Est-ce que je spoil à fond? Je suis obligé de spoiler de toute façon, mais voilà. Donc faites-moi vos retours sur ce premier épisode d'Adaptons. Dites-moi si je devrais par exemple plus creuser le système. J'ai pas voulu rendre ça trop lourd d'un point de vue système. Je pense que la majorité des gens, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent, donc... dites-moi si vous voudriez avoir plus d'informations sur le système, si je devrais mieux expliquer, faire une création de personnage pour voir à quoi pourrait ressembler un personnage dans ce système-là, etc. Et puis, moi, je prendrai en compte vos retours. Et puis, quand je ferai une deuxième vidéo sur ce thème-là, vous inquiétez pas, ça va pas être tout le temps ça. Hein, on va enchaîner un peu les différents concepts. Mais voilà, quand je ferai un deuxième épisode de Adaptons, eh bien, je prendrai en compte vos retours. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ne pourrez pas tout lire, tout faire jouer et tout adapter. Mais vous pouvez toujours essayer. Salut!